3 siècles, 16 pays, d'innombrables révolutions, guerres civiles et exécutions publiques. Telle est l'empreinte laissée par la dynastie Bourbon dans l'histoire européenne. Un lignage royal qui réussit l'exploit extraordinaire de perdre des trônes dans presque tous les royaumes où elle régna, souvent de manière si spectaculaire que leurs noms devinrent synonymes d'incompétence monarchique et de décadence aristocratique. Des palais de Versailles au château de Naples, des cours de Madrid au salon de Parme, les Bourbons écrivirent un chapitre singulier dans l'histoire des monarchies européennes, celui d'une dynastie qui semblait posséder un talent quasi surnaturel pour transformer les victoires en défaites, la stabilité en chaos et l'admiration populaire en haine révolutionnaire. Ce n'est pas un hasard si la Révolution française, l'une des plus sanglantes de l'histoire mondiale, éclata sous un Bourbon. Ce n'est pas non plus une coïncidence si la guerre civile espagnole du XXe siècle balaya un autre Bourbon du pouvoir, ou que les révolutions italiennes du XIXe siècle éliminèrent systématiquement toutes les branches de la famille des diverses principautés de la péninsule. Il y a quelque chose de profondément structurel dans la façon dont les Bourbons exercèrent le pouvoir, qui semblait inévitablement mener au désastre. Une combinaison toxique d'arrogance dynastique, d'incompétence administrative et de déconnexion totale avec les besoins de leurs sujets qui transforma l'un des lignages les plus puissants d'Europe en une recette parfaite pour la Révolution. L'ascension des Bourbons au pouvoir européen commença de façon prometteuse au XVIe siècle lorsqu'Antoine de Bourbon épousa Jeanne d'Albret, reine de Navarre. Leur fils, Henri de Bourbon, deviendrait Henri IV de France en l'année de 1589, fondant officiellement la dynastie Bourbon sur le trône français. Henri IV fut, paradoxalement, l'un des rares Bourbons réellement compétents. Il mit fin aux guerres de religion françaises, stabilisa l'économie et prononça la célèbre phrase sur la garantie d'une poule au pot de chaque paysan le dimanche. Mais même ce roi relativement réussi mourut assassiné en l'année de 1610, établissant un modèle de fin violente qui entrait la dynastie pendant des siècles. La véritable marque de fabrique Bourbon, la capacité de transformer des situations avantageuses en catastrophes, commença à se manifester clairement pendant le règne de Louis XIII et atteignit son apogée avec Louis XIV, le fameux roi Soleil. Bien que souvent romantisé par l'historiographie postérieure, le règne de Louis XIV fut un cours magistral sur comment détruire systématiquement les bases économiques et sociales d'un royaume par la mégalomanie royale et les dépenses militaires insoutenables. Louis XIV régna pendant 72 ans, de 1643 à 1715, le règne personnel le plus long de l'histoire européenne. Durant cette période, il réussit l'exploit impressionnant de transformer la France de la nation la plus riche et puissante d'Europe en une puissance endettée, militairement épuisée et socialement fracturée. Versailles, son monument à sa propre vanité, coûta l'équivalent de dizaines de milliards d'euros en valeur actuelle, tandis que le peuple français supportait des impôts écrasants pour financer des guerres inutiles et des cérémonies palatiales d'ostentation obscène. Les guerres de Louis XIV, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, la guerre de succession d'Espagne et de multiples autres campagnes militaires dévastèrent les finances françaises et créèrent une dette publique qui ne serait jamais complètement remboursée. Pire encore, ces guerres étaient souvent menées pour des raisons dynastiques triviales, des disputes sur quel cousin Bourbon devrait s'asseoir sur quel trône européen, des questions de préséance protocolaire ou de simples caprices de l'ego royal. Des millions d'Européens moururent pour satisfaire la vanité d'un homme qui croyait sincèrement être choisi par Dieu pour gouverner d'autres êtres humains. Le modèle établi par Louis XIV fut religieusement suivi par ses successeurs. Louis XV, qui régna de 1715 à 1774, hérita d'un royaume encore puissant mais financièrement ébranlé et réussit à l'empirer systématiquement par des politiques qui combinaient incompétence administrative et corruption endémique. Ses maîtresses officielles, Madame de Pompadour, Madame du Barry, exerçaient une influence politique directe, vendant des charges gouvernementales et manipulant les décisions militaires pour leurs bénéfices personnels. Pendant le règne de Louis XV, la France perdit virtuellement tout son empire colonial lors de la guerre de 7 ans, incluant le Canada et la Louisiane, dans une série de défaites militaires si complètes qu'elles sont encore étudiées dans les académies militaires comme exemple de mauvaises stratégies et de pires exécutions. Simultanément, le système financier français s'effondra à répétition,
menant à de multiples banqueroutes partielles qui détruisirent la confiance publique dans la capacité de l'État à honorer ses engagements. Mais le véritable chef-d'œuvre de l'incompétence Bourbon vint avec Louis XVI, qui réussit à transformer une crise financière gérable en une révolution qui décapita littéralement la monarchie française. Lorsqu'il monta sur le trône en l'année de 1774, Louis XVI hérita de problèmes sérieux mais non insurmontables. Une réforme fiscale intelligente, des coupes dans les dépenses palatiales et quelques concessions aux demandes de la bourgeoisie auraient probablement stabilisé la situation. Au lieu de cela, Louis XVI réussit à prendre toutes les mauvaises décisions possibles. Il dépensa des fortunes à soutenir l'indépendance américaine, non par idéaux démocratiques, mais purement pour nuire à l'Angleterre, créant une dette supplémentaire qui brisa définitivement les finances royales. Simultanément, il refusa d'implémenter toute réforme significative, permettant à la noblesse et au clergé de continuer à être exempts d'impôts tandis que le tiers-État portait tout le poids fiscal du royaume. Quand il convoqua finalement les États généraux en l'année de 1789, la première fois en 175 ans, Louis XVI démontra une incompréhension si complète de la situation politique que ses actions semblaient délibérément conçues pour provoquer une révolution. Il tenta de contrôler une assemblée qui représentait 98% de la population française, de la dissoudre quand elle n'obéissait pas, puis d'user de forces militaires contre des députés élus. Le résultat prévisible fut la Révolution française, qui non seulement lui coûta la tête, mais élimina aussi définitivement la monarchie absolue comme forme viable de gouvernement en Europe. L'exécution de Louis XVI et Marie-Antoinette en l'année de 1793 aurait dû servir d'avertissement aux autres branches de la famille Bourbon dispersées en Europe. Au lieu de cela, elle sembla fonctionner comme inspiration pour des niveaux encore plus grands d'incompétence. En Espagne, les Bourbons réussirent à être simultanément les pires gouvernants et les plus persistants, se maintenant au pouvoir par une combinaison de bonne chance, de soutien étranger et de l'incroyable capacité du peuple espagnol à endurer la mauvaise gouvernance. Charles IV d'Espagne, contemporain de Louis XVI, réussit à être encore plus incompétent que son cousin français. Il permit à sa femme, Marie-Louise de Parme, et à l'amant de celle-ci, Manuel Godoy, de gouverner effectivement le pays, tandis qu'il se consacrait à la chasse et autres activités récréatives. Sous cette administration triangulaire, l'Espagne perdit Trinidad face aux Anglais, fut humiliée navalement et militairement à multiples reprises et fut finalement envahie par Napoléon, qui retira simplement toute la famille royale espagnole du pouvoir comme s'ils étaient des meubles encombrants. Ferdinand VII, fils de Charles IV, établit de nouveaux standards pour l'absolutisme rétrograde et la cruauté personnelle. Après avoir été restauré par intervention étrangère en l'année de 1814, il initia l'une des persécutions politiques les plus féroces de l'histoire espagnole, exécutant ou exilant des milliers de libéraux qui avaient résisté à l'occupation française. Simultanément, il réussit à perdre virtuellement tout l'empire espagnol en Amérique par des politiques qui combinaient intransigeance politique et incompétence militaire absolue. Les mouvements d'indépendance latino-américains ne furent pas le résultat d'un nationalisme émergent ou de pressions économiques irrésistibles. Ils furent une réaction directe à la mauvaise gouvernance Bourbon. Simón Bolívar, José de San Martin et autres leaders indépendantistes luttaient non seulement contre le colonialisme espagnol, mais spécifiquement contre l'incapacité des Bourbons d'administrer un empire de façon minimalement compétente. En Italie, les Bourbons réussirent à être chassés de Naples 2 fois au XVIIIe siècle, une fois au XIXe siècle et finalement éliminés complètement pendant l'unification italienne. Le royaume des 2 Siciles sous gouvernement Bourbon devint synonyme de corruption, de retard économique et de répression politique. Quand Giuseppe Garibaldi conquit le sud de l'Italie en l'année de 1860, il fut reçu comme libérateur par des populations qui avaient enduré des siècles de mauvaise administration Bourbon. Ce qui rend la saga des Bourbons véritablement extraordinaire n'est pas simplement leur incompétence. De nombreuses dynasties furent incompétentes. Ce qui les distingue est leur capacité apparemment inépuisable d'apprendre absolument rien de leurs propres échecs. Chaque génération de Bourbons semblait déterminée à répéter exactement les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs, comme s'il y avait un gène dynastique de la stupidité. Cette inflexibilité dynastique se manifestait de façon cohérente à travers les siècles. Premièrement,
il y avait toujours le refus de reconnaître les limitations financières. Tout Bourbon semblait croire que les ressources de l'État étaient infinies et que les impôts pouvaient être augmentés indéfiniment, sans conséquences politiques. Deuxièmement, il démontrait un mépris constant pour les classes moyennes émergentes, traitant la bourgeoisie et les professionnels libéraux comme des menaces à l'ordre naturel plutôt que comme des alliés politiques potentiels. Troisièmement, il maintenait des systèmes de cour archaïques qui les isolaient complètement des réalités sociales et économiques de leur royaume. L'incapacité Bourbon à comprendre les changements économiques fut particulièrement désastreuse. Durant le XVIIIe siècle, l'Europe traversa des transformations fondamentales: croissance du commerce international, développement des manufactures, émergence de systèmes bancaires sophistiqués et croissance des classes moyennes urbaines. D'autres monarchies européennes, l'Angleterre, la Prusse, même la Russie, adaptèrent leur politique pour tirer profit de ces changements. Les Bourbons, constamment, tentèrent de les supprimer ou de les ignorer. En France, par exemple, Louis XV et Louis XVI refusèrent systématiquement de réformer le système fiscal qui exemptait précisément les classes les plus capables de payer des impôts, noblesse et clergé, tandis qu'ils surchargeaient les classes productives qui généraient la richesse réelle. Cette politique n'était pas seulement injuste, elle était économiquement irrationnelle, car elle détruisait exactement les secteurs sociaux qui auraient pu financer la modernisation de l'État français. En Espagne, la situation était encore pire. Charles III, considéré comme le plus compétent des Bourbons espagnols, implémenta quelques réformes éclairées, mais ses successeurs revinrent systématiquement sur tout progrès. Charles IV et Ferdinand VII gouvernèrent comme s'ils étaient au XVIe siècle, ignorant complètement la révolution industrielle qui transformait d'autres pays européens. Le résultat fut que l'Espagne, autrefois puissance mondiale dominante, devint graduellement une nation périphérique et arriérée. Les problèmes des Bourbons italiens étaient également systématiques. Dans le royaume des Deux Siciles, la dynastie Bourbon transforma l'une des régions les plus riches de l'Europe médiévale en l'une des plus arriérées de l'Europe moderne. L'économie sicilienne et napolitaine stagna sous l'administration Bourbon, qui maintenait des systèmes féodaux archaïques, tandis que le nord de l'Italie développait manufactures et commerce moderne. L'éducation fut négligée, l'infrastructure se détériora et la corruption devint institutionnalisée. L'incompétence Bourbon ne se limitait pas aux questions domestiques. Elle s'étendait dramatiquement à la diplomatie et la politique internationale. Louis XIV initia un précédent désastreux d'utiliser la politique étrangère pour compenser les problèmes internes, impliquant la France dans des guerres inutiles et coûteuses qui drainaient les ressources nationales sans produire de bénéfices stratégiques clairs. Ce modèle fut religieusement suivi par les successeurs. La Révolution américaine offrit une opportunité parfaite aux Bourbons de démontrer leur capacité unique de transformer les victoires stratégiques en désastres financiers. La France réussit à se venger de l'Angleterre en soutenant l'indépendance américaine, mais le coût de cette vengeance fut la banqueroute nationale qui précipita directement la Révolution française. Louis XVI dépensa plus à soutenir les rebelles américains que l'Angleterre ne dépensa à lutter contre eux, dans une démonstration impressionnante de mauvaise gestion fiscale. La mentalité Bourbon se révélait particulièrement dans leur incapacité à comprendre que gouverner signifiait servir les intérêts nationaux plutôt que les intérêts dynastiques. Pour le Bourbon typique, l'État existait pour glorifier la famille royale, non pour promouvoir le bien-être des sujets. Cette inversion fondamentale des priorités expliquait beaucoup de leurs décisions apparemment irrationnelles. Ils croyaient réellement qu'augmenter le prestige dynastique justifiait tout coût pour la nation. Cette persistance dans l'incompétence eut des conséquences qui transcendèrent les frontières des royaumes Bourbons. La Révolution française déclencha 2 décennies de guerres napoléoniennes qui dévastèrent toute l'Europe. La mauvaise gouvernance espagnole créa un vide de pouvoir en Amérique latine qui résulta en décennies de guerres civiles et d'instabilité politique. La mauvaise administration italienne retarda la modernisation de la péninsule pendant des générations. Plus fondamentalement, les Bourbons démontrèrent au monde que la monarchie absolue était incompatible avec les réalités de la politique moderne. Leur incapacité constante à s'adapter aux changements sociaux, économiques et politiques accéléra la transition européenne vers des formes plus représentatives de gouvernement. En un sens, les Bourbons rendirent un service involontaire à la démocratie en démontrant si clairement les défauts de l'absolutisme royal. Les analyses modernes de la psychologie politique Bourbon identifient des modèles récurrents qui expliquent partiellement leur propension au désastre.
l'isolement total des réalités sociales par une vie de cour artificielle, l'éducation dynastique qui mettait l'accent sur les droits mais ignorait les responsabilités, et les systèmes d'adulation qui empêchaient un retour honnête sur la performance gouvernementale, créèrent un environnement où l'incompétence était non seulement tolérée, mais activement renforcée. La consanguinité dynastique contribua aussi significativement au problème de leadership bourbon. Des siècles de mariages consanguins pour préserver la pureté du sang royal résultèrent en problèmes de santé physique et mentale qui affectèrent la capacité de gouverner. Charles II d'Espagne, dernier Habsbourg espagnol, fut si compromis par la consanguinité qu'il était pratiquement incapable de fonctionner comme être humain, encore moins comme roi. Les Bourbons qui lui succédèrent continuèrent des pratiques matrimoniales similaires avec des résultats prévisibles. Le système économique qui soutenait les monarchies Bourbons était aussi structurellement destiné à l'échec. Basé sur l'extraction de richesses coloniales et la taxation écrasante des classes productives domestiques, ce modèle était insoutenable à long terme. Quand les colonies devinrent indépendantes et que les classes moyennes développèrent un pouvoir politique, les bases fiscales de la monarchie Bourbon disparurent simplement. Culturellement, les Bourbons restèrent prisonniers de concepts médiévaux d'autorité royale, dans une époque des Lumières et de rationalisme. Tandis que la société européenne développait des idées sur les droits individuels, la souveraineté populaire et le gouvernement responsable, les Bourbons continuèrent à insister sur le droit divin et l'obéissance absolue. Ce décalage culturel les rendit de plus en plus irrelevants et finalement ennemis actifs du progrès social. La saga Bourbon révèle aussi comment un mauvais leadership peut avoir des effets cumulatifs qui persistent pendant des générations. Les décisions désastreuses de Louis XIV créèrent des problèmes qui hantèrent la France pendant un siècle. L'incompétence de Charles IV déstabilisa non seulement l'Espagne, mais toute l'Amérique latine. Les erreurs d'une génération devinrent les crises de la suivante, créant des spirales descendantes qui étaient de plus en plus difficiles à inverser. Aujourd'hui, les restes de la famille Bourbon occupent encore des trônes en Espagne et au Luxembourg, mais dans des capacités purement cérémoniales sous des monarchies constitutionnelles rigoureusement limitées. Cette domestication constitutionnelle des Bourbons représente la reconnaissance implicite qu'on ne peut leur faire confiance avec un pouvoir réel, une leçon apprise par des siècles d'expérience amère. La dynastie Bourbon sert d'étude de cas définitive sur les dangers du pouvoir héréditaire sans responsabilité. Pendant 3 siècles, ils démontrèrent répétitivement que la naissance aristocratique ne corrèle pas avec la compétence administrative, que l'isolement social produit des décisions politiques désastreuses et que les systèmes qui protègent les leaders des conséquences de la mauvaise performance produisent inévitablement une mauvaise performance. Leur histoire illustre aussi comment les institutions politiques obsolètes peuvent persister bien au-delà de leur utilité par inertie, tradition et intérêts acquis. Les Bourbons maintinrent le pouvoir pendant des siècles, non parce qu'ils étaient efficaces, mais parce que les systèmes existants rendèrent le changement difficile jusqu'à ce que les crises forcent finalement la transformation révolutionnaire. Ultimement, les Bourbons représentent l'une des vindications les plus complètes de la démocratie dans l'histoire européenne. Ils prouvèrent par l'exemple négatif que le gouvernement responsable, le leadership compétent et la responsabilité populaire ne sont pas des luxes idéologiques, mais des nécessités pratiques pour la stabilité sociale et la prospérité économique. La dynastie du scandale et de la ruine européenne trouva finalement sa place appropriée, dans les livres d'histoire comme avertissement sur ce qui arrive quand le pouvoir absolu rencontre l'incompétence absolue. Leur contribution involontaire au progrès politique européen fut de démontrer si définitivement les défauts de l'absolutisme que les alternatives démocratiques devinrent non seulement désirables, mais inévitables. Les Bourbons, une dynastie qui réussit l'exploit unique de perdre systématiquement tous les trônes qu'ils occupèrent, fréquemment de manière si spectaculaire que leurs noms devinrent synonymes d'échec royal. Ils gouvernèrent comme s'ils étaient choisis par Dieu, vécurent comme s'ils étaient au-dessus des lois humaines, et tombèrent comme tous les tyrans incompétents finissent par tomber, renversés par des sujets qui comprirent finalement qu'ils méritaient mieux.